Protéger la nature et les écosystèmes, c'est l'ambition du One Planet Summit organisé à l'initiative de la France. Une trentaine de décideurs mondiaux sont en visioconférence pour présenter des initiatives ou prendre des engagements concrets pour la préservation donc, des écosystèmes. Et parmi les participants, Abdoulaye Dia, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Grande Muraille Verte au Sahel. On verra en quoi consiste ce projet et où il en est. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs évoqué ces dernières heures. Véronique Andrieux, bienvenue également. Vous êtes la directrice générale de l'organisation WWF. On commence avec vous. Quel message avez-vous porté à ce sommet, vous, à WWF ? Eh bien, nous avons fait le lien entre biodiversité, climat et pandémie, ainsi que sur tout ce qui est développement humain. On l'a vu, Covid-19 n'est pas la première zoonose, n'est pas la première pandémie et ne sera malheureusement pas la dernière, puisque les mêmes causes créant les mêmes effets, soit on agit pour arrêter et inverser la destruction du vivant, soit on fera face probablement à de nouvelles pandémies. Et vous avez particulièrement insisté aujourd'hui à ce sommet sur la déforestation, s'agissant du risque de voir de nouvelles pandémies comme celle-ci. Absolument, l'Union européenne est au top au niveau du monde pour tout ce qui est importé de la déforestation dans nos assiettes et aussi au niveau des agrocarburants. Et donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on plaide pour une législation contraignante au niveau européen qui empêche la mise sur le marché de produits avec une empreinte déforestation ou bien conversion de prairies ou de zones humides, parce qu'on le sait, c'est vraiment un driver de futures pandémies. Donc la meilleure manière de prévenir de futures pandémies, c'est d'arrêter de détruire les milieux naturels. Abdoulaye Dia, le projet est pharaonique, c'est vous qui le pilotez. D'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est ce grand projet de Grande Muraille Verte au Sahel, dites-nous en quoi il consiste. Merci beaucoup. Le projet est pharaonique, évidemment en fonction des ambitions. Mais je pense qu'on a l'habitude de dire que pour des projets pareils, il faut savoir rêver. Rêver dans le sens de vouloir développer et de réaliser ses rêves. En quoi consiste ce projet? Vous savez que parmi les États les plus touchés par les problèmes de désertification, changement climatique et perte de biodiversité, figurent évidemment les États de la bande saharo-sahélienne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait toujours continuer, évidemment, donc dans la léthargie et ne rien faire? En 2010, les chefs d'État se sont réunis pour donner une réponse et concrétiser l'idée de concevoir la Grande Muraille Verte. Alors c'est 8000 km, ça va du Sénégal à Djibouti. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'il se dit que 4% seulement a été réalisé. Ça se résume à quelques parcelles ici et là. Je ne suis pas d'accord. Il faut savoir de quoi on parle. Vous savez, la Grande Muraille telle que c'est évalué, c'est comme si la Grande Muraille était uniquement un problème de plantation d'arbres ou de restauration, ce qui n'est pas totalement ça. Oui. C'est une approche intégrée qui réunit plusieurs activités. Quoi, par exemple, d'autres que aussi la plantation bien, d'arbres? Il y a évidemment la plantation d'arbres qui est un système de gestion durable des terres, mais également, concomitamment, il y a des activités génératrices de revenus. Parce que la meilleure façon pour protéger ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner des alternatives de revenus aux populations. C'est pour dire qu'il s'agit d'une approche intégrée, écosystémique. Sur le terroir, on développe le terroir. Donc, aussi bien il y a des problèmes de restauration des terres, mais également il y a des problèmes de développement et de changement climatique, des activités génératrices de revenus. Ouais, qui a un impact, bien entendu, sur la vie des populations locales. Véronique Andrieux, vous en pensez quoi, vous, à WWF, de ce projet? Parce que vous, disons-le, c'est plutôt la nature, mais spécifiquement aussi les animaux. Ça peut, cette grande barrière, aider la population animale, la faune? Alors, deux sujets. D'abord, le WWF travaille pour préserver les espaces et les espèces, hein, mais
essentiellement parce que c'est nécessaire, c'est un impératif pour l'humain. Voilà, donc l'humain est vraiment au cœur de nos activités. Nous, ce qu'on pense déjà, c'est qu'il faut arrêter de déforester là où ça déforeste. Et ça déforeste fortement. Il y a des fronts de déforestation, 24 fronts de déforestation notamment, qui avancent sur tous les continents. Et essentiellement, on a vu des méga-feux en Amazonie, en Sibérie, en Australie et même bassin du Congo. Donc c'est vraiment extrêmement grave ce qui se passe. Par exemple, si on prend le Cerrado, c'est un tiers du Cerrado qui s'est envolé en fumée pour faire pousser du soja pour l'alimentation du bétail. Donc c'est vraiment le modèle, en fait, le système alimentaire de production d'aliments et de consommation qu'il faut revoir complètement et d'abord surtout de stopper la déforestation et la conversion d'écosystèmes. En même temps, il y a parfois des éléments décourageants parce que Emmanuel Macron, il organise pour la 3e fois ce sommet, mais vous, WWF, vous dites que la France, elle continue d'importer du soja brésilien, elle continue de participer au fond à ce qu'elle prétend combattre. Donc c'est difficile de s'y retrouver. Alors ici en France, en 2018, il faut savoir qu'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée a été adoptée. Malheureusement, depuis 2 ans, c'est assez au point mort. Et donc ce qu'on attend du gouvernement français, c'est vraiment qu'il y ait une impulsion, une volonté politique, un suivi concret et surtout des moyens financiers, des moyens humains pour faire vivre cette stratégie et pour avancer. Absolument. En tous les cas, le président français Emmanuel Macron reconnaît parfois des erreurs. En tout cas, il s'est expliqué sur le retard justement de la Grande Muraille Verte au Sahel. On l'écoute. En 15 ans, l'initiative de la Grande Muraille Verte a connu des hauts et des bas, très clairement. Et je prends aussi notre part de responsabilité sur les bas. Sans doute n'avons-nous pas assez mis d'argent, d'engagement politique collectivement, mais je pense qu'elle fait partie aujourd'hui des réponses à la région et plus largement pour le continent africain et l'objet qui est le nôtre durant toute la journée, qui est cette bataille pour la biodiversité, mais aussi cette contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Abdoulaye Dia, réaction. Emmanuel Macron parle aussi d'un objectif de 10 milliards d'euros en 2021-2025. Je pense que, et ça, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le Président, en parlant donc évidemment de retard. Le retard, ce n'est pas sur le plan technique, c'est sur le plan, évidemment, il n'y a pas eu suivi de financement. Tout ce qui a été réalisé jusque-là, ça vient des efforts des États. Et donc, quand j'entends parler de dire que oui, il y a un retard au niveau de la Grande Muraille, ce qui a été réalisé, c'est à l'échelle des efforts consentis par les pays. Et donc, si on compare les ressources disponibles par rapport à ce qui a été réalisé, qu'il ne s'agit pas, par exemple, 4 millions d'hectares restaurés, 113 000 emplois créés, 57 milliards de francs CFA. Si on me dit que donc ça n'a pas avancé, évidemment, je ne suis pas tellement d'accord. Oui, alors oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense qu'il y a une nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique de créer une coalition pour appuyer la Grande Muraille Verte. Alors la coalition pour la haute ambition, c'est le terme. Alors visiblement, c'est une traduction de l'anglais au français qui, je dirais, n'est pas malheureuse, mais en tout cas, coalition pour la haute ambition, ça fait un peu, je vais prêter un langage familier un peu pompeux quand même. Je ne le pense pas. C'est à la hauteur de nos ambitions, surtout par rapport aux objectifs 2030. Parce que c'est le rendez-vous, évidemment, de toutes les conventions. Et que nous avons besoin d'avancer. Et 10 milliards d'euros, je pense que s'il y a réellement l'engagement sur le plan international, la volonté, c'est possible. Véronique Andrieux, justement, la coalition pour la haute ambition, préserver et défendre les océans, en tout cas à hauteur de 30%, visiblement c'est le chiffre qui est cité. Qu'en pensez-vous? Vous parlez beaucoup de déforestation, on sait que les océans sont aussi menacés. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point justement sur
sur les dangers qui guettent ces océans? Mais la protection est absolument essentielle, que ce soit sur le terrestre ou les zones côtières ou le maritime, ça c'est certain. Et donc cet objectif qu'on se donne cherche à doubler en fait ce qui a été fait pour Aichi. Donc Aichi c'était 17% par exemple au niveau du terrestre et on est arrivé à 15%. Et donc l'idée c'est maintenant de doubler à 30% et avec aussi l'objectif d'avoir un 10% de protection forte. Alors nous ce qu'on dit déjà c'est deux choses. D'une part au niveau maritime, qu'il faut agir sur du multifaçade, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien équilibrer la protection partout où il y a une empreinte des activités humaines, donc une anthropisation forte, que ce soit le tourisme, le transport maritime, la surpêche, vraiment les activités et les pressions sont partout et donc ça ne suffit pas d'aller protéger au fin fond voilà, des mers éloignées, il y a aussi des besoins de protection sur la façade atlantique, la façade évidemment Méditerranée et ailleurs. Donc vraiment, il y a un besoin de faire du multifaçade et de mettre des moyens financiers, des moyens humains. Mais justement, comment financer? Parce qu'il y a aussi un autre volet dans ce sommet à Paris, c'est la question du financement et notamment de la finance, on va dire entre guillemets vert. D'ailleurs, certains parlent de greenwashing de plus en plus, à savoir de verdissement, en tous les cas, d'éco-verdissement. Que demandez-vous aux grands acteurs de la finance? Nous, on sent qu'il y a quand même une prise de conscience. Peut-être aussi la pandémie a aidé, mais il y a une forme de prise de conscience et maintenant nous on va vraiment veiller à ce que les paroles soient traduites en actes réels et que ça suive derrière parce que effectivement il est question d'intégrer dans le logiciel des acteurs financiers la question des risques nature. Jusqu'ici les risques climat ont été assez bien identifiés par les différents acteurs, que ce soit les assureurs, les banques, les asset managers et là il y a besoin de faire pareil sur la nature, sur la biodiversité. Par exemple, si on perd les ressources d'eau, si on perd les forêts, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'actifs échoués et en termes d'activités qui sont juste plus viables pour demain? Abdoulaye Dia, dernière question, on a une petite minute, désolé, le temps file. Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien entre le dérèglement climatique et les conflits qui agitent le Sahel aujourd'hui? Évidemment, dans la mesure où le dérèglement agit donc sur la vie des populations, et là, on peut rattacher un peu ces problèmes, ces conflits, sur le plan environnemental écologique, sur la pression, la forte pression sur les ressources naturelles. En général, il y a des conflits autour des puits, il y a des pressions sur, évidemment, les zones de pâturage, ainsi de suite, le bétail, et vous comprendrez donc qu'il y a un lien net entre, évidemment, dérèglement climatique, désertification et les conflits. Et les conflits. Merci beaucoup Abdoulaye Dia et merci Véronique Andrieux d'avoir été avec nous sur TV5.